Et nous y voilà. On va parler, je pourrais dire qu'on va parler pognon avec Kevin Tauzet, mais bon, sur la martingale, rien de argent, flouze là-dessus. Mais non, pas exactement argent, on va parler devise, c'est le terme exact. Salut Kevin, ça va ? Ouais, bien. Je suis ravi de te recevoir sur la martingale. T'es pas le premier de chez Carmignac venir ici. Il me semble qu'on a eu Maxime. Xavier, Ah oui. Les marchés émergents. Ah, ouais, ok. Je suis sur le podium. C'est bien, c'est sur le podium. Et écoute, ça va, ça se passe bien chez Carmignac en ce moment ? Écoute, plutôt bien. C'est vrai que c'est environnement de marché, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et c'est pour ça que nous, on existe. C'est quand il n'y a pas de questions à se poser, notre fonction d'utilité est peut-être moins importante. Oui, enfin, tous les gens qui donnent des conseils, quand il y avait moins de questions à se poser il y a quelques années, ils étaient quand même là. Hein, et puis ils en donnent quand même. On trouve toujours sa place. Mais ils sont d'autant plus utiles dans les phases. Surtout s'ils sont de bons conseils. On s'y efforce. Voilà. Est-ce qu'on arrive à surperformer le marché en ce moment ? Aujourd'hui, ouais. Donc, si je dois donner un chiffre, aujourd'hui, quand je regarde l'ensemble des actifs qu'on gère, ça fait un petit peu moins de 40 milliards d'euros. Il y a 80% de ces actifs-là qui sont dans le premier quartile, donc qui sont dans le top 25% de leur PR ou de leur groupe. Okay. C'est plutôt un indicateur qui tend à montrer ça. Bravo, fais attention à ton verre, je te vois bouger un peu les bras et tout. Je crois que le dernier épisode, mon invité a renversé son verre. Alors après, ça va sur les disques durs, il faut recommencer, c'est relou. Kevin, les dernières fois, donc peut-être un peu cliché, où j'ai enregistré autour des devises. En gros, à la fin, c'était bon, t'emmerdes pas trop, Mathieu. Reste en euros, c'est comme ça que tu payes, comme ça que tu reçois. Ce sera plus simple pour toi. Bon. C'est bien, mais c'est pas hyper satisfaisant, tu vois. Et puis je trouve que voilà, alors il se trouve qu'il y a quand même des choses qui ont un peu évolué ces dernières années, notamment par rapport à des devises avec lesquelles on était assez stable. Je pense au dollar, mais peut-être d'autres d'ailleurs, tu vas me dire un peu. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse deux choses. Un, qu'on réexplique un peu la base de tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce marché, d'où il vient, comment il bouge, pourquoi il bouge, peut-être, sans aller trop loin. Il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. Et deux, comment, j'insiste sur le comment j'en profite. Comment, en prenant des risques d'ailleurs, beaucoup ou pas, selon mon profil. Peut-être que pas prendre de risques, c'est justement rester en euros. Mais comment je peux me dire à un moment, ok, moi j'ai un certain nombre de croyances, je vois le monde qui va comme ça, je pense que nous on est là ou quoi. Je pourrais me dire par exemple très vite, l'Europe, attends, il y a la Chine, il y a les superpuissances, il y a mais oui, tu peux enlever ta veste, attends, on est sur la martingale, on est bien. Et donc, moi je suis un peu coincé entre des superpuissances, peut-être qu'il faudrait que j'ai des devises chinoises, peut-être qu'il faudrait que j'ai des devises américaines, peut-être d'autres, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des devises exotiques qui sont intéressantes ? Et quid du Bitcoin et des cryptos peut-être, c'est peut-être moins ta spécialité. Voilà, un agenda assez chargé pour 1 heure, donc on va aller vite. Mais d'abord, explique-moi pourquoi toi, Kevin Tauzet, t'es légitime à me parler de devises. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, Kevin Tauzet ? Légitime, ce serait présomptueux, mais pourquoi est-ce que je suis là ? Parce que ça fait partie de mon métier. J'ai la chance de travailler dans une grande maison. Alors, à taille raisonnable, on va dire, mais où on travaille beaucoup de classes d'actifs. Donc, on fait des actions, parce que tes auditeurs, ils sont plus que familiers avec ce concept-là, des obligations, et les marchés d'échange, ça fait aussi partie d'une corde en plus à cet arc qui cherche à quoi ? À générer de la performance, de faire mieux que le reste du marché, et globalement, de faire mieux en absolu aussi. Et en ça, les devises, c'est un outil qui est tout à fait appréciable. Ok. Le marché d'échange, donc c'est acheter et vendre potentiellement d'autres devises que la tienne. Pour commencer, j'ai 2 questions très concrètes. Avant le pourquoi, c'est qu'est-ce que ça fait si j'achète des devises ? Quelle est techniquement, quand j'achète des devises étrangères, pour le pays en question ou pour moi ? Est-ce que ça crée un déficit chez moi ? Qu'est-ce que ça fait ? Oui, c'est, on va dire, comme la grande majorité, pour pas dire l'intégralité des marchés financiers, des instruments financiers, c'est des marchés qui sont largement portés par ces problématiques d'offre et de demande. D'accord ? Donc, ce que ça fait concrètement pour un pays, ça peut dépendre du type de pays. C'est-à-dire que si on est une grande économie très largement financiarisée, ça a peut-être moins d'impact. On va dire moins d'impact sur l'économie réelle. Quand on est une économie plutôt dite en phase de développement, là, ça peut avoir un impact plus important parce que justement la financiarisation est moins présente. Donc ça, c'est une première chose. Ce que ça fait,
quand on va échanger, on va dire, on va acheter du dollar et on va vendre de l'euro en face ou du yen japonais ou autre, ce que ça fait, ça tend à faire monter le prix de ces actifs-là parce qu'il y a une devise qui est plus largement demandée. Ok. D'où ça vient tout ça ? C'est récent, ce trading de devises. Alors non, c'est pas récent. C'est la première, on va dire, c'est le premier instrument ou le premier marché financier au monde. Donc ça, c'est une chose. C'est le premier en termes de taille. Ce qui s'échange à peu près, c'est 7 000 milliards qui sont échangés chaque jour sur les marchés des devises. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Hein. Okay. C'est on va dire deux fois le PIB mondial en quelques un peu plus qu'une semaine. Donc mais ça, c'est une chose. Pardon, juste pour comprendre ce point, on reviendra après sur l'autre, mais 7 000 milliards d'échangés en devises, mais c'est juste parce qu'il y a du commerce ou c'est des gens qui achètent et qui vendent des devises ? Non, je serais ravi d'y revenir, mais il y a quand même plusieurs façons de l'utiliser, ou en tout cas plusieurs objectifs. Hein. Tes auditeurs, nous-mêmes, on le fait plutôt pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer de protéger de l'argent. Bon. Des entreprises, elles peuvent le faire pour gagner plus de visibilité. C'est quand même elles qui portent largement ces marchés-là. Okay, sur ta question de est-ce que ça existe depuis longtemps ? Oui, ça existe depuis longtemps. Ça fait quelque chose comme 3000 ans qu'il y a des devises qui existent. C'est la première classe d'actifs qui est échangée. Hein. On s'est même cité dans l'Évangile, donc tu vois, c'est pour te dire à quel point ça existe depuis. Payé en bitcoin dans l'Évangile, non ? Alors, pas encore, peut-être la nouvelle version, la version 3.0. Si mais c'est quoi ? Parce que oui, en effet, c'était quoi ? Le nom de Suméria, c'était ça, là, les Sumériens. Ouais, c'était quoi, des coquillages ou des pierres ou des choses comme ça ? À la base, c'est pour échanger, hein, et donc c'est quand même plus pratique d'échanger des coquillages ou des tables que d'échanger du blé, des poules ou un cheval. Donc ça permet ça quand même. Et donc, ouais, en gros, si je te suis, pas bête, j'y avais pas pensé, mais l'idée c'est de dire tu peux avoir une civilisation qui en rencontre une autre, il y en a qui ont des coquillages et d'autres qui ont... je sais pas, en effet, un autre des pierres précieuses, ouais. Et puis à un moment ils se disent tiens, échange-moi ton truc. Ou ça fait un dénominateur commun, et commun à tout le monde. Ok, donc si je me projette beaucoup plus tard et dans les temps modernes, on va dire, il y a eu plein de phases, on va pas tout faire parce qu'on pourrait faire l'histoire de la monnaie, les francs, le Deutsche Mark, on est dans des mondes comme ça. Si je reviens un peu plus récemment, c'était des choses où on s'était habitué à des marchés à peu près stables, plus ou moins. Ouais, alors là aussi, si je dois, on essaie de comparer les choses. Ces marchés des devises, ils ont donc une volatilité, on va dire des mouvements de variation de prix qui sont relativement contenus. Donc quelque part, on va dire dans un monde normal, si le concept de monde normal existe, mais on va dire si on se compare à l'historique, c'est quelque part entre les mouvements de prix d'une obligation et les mouvements de prix d'une action. D'accord. En termes de volatilité ? En termes de volatilité, ouais. Donc voilà, ça fait des mouvements autour de 0,5 points de pourcentage, à la hausse ou la baisse chaque jour. Ça, pour des devises, on va dire des grandes devises établies, l'euro. Donc obligation, c'est plus stable, action, c'est plus volatile. Et là, tu es un peu entre les deux. Entre les deux, ouais. Ok. Ouais. Ce que je trouve compliqué, c'est, on y viendra un tout petit peu plus tard, mais ce sont les éléments qui font que ça bouge. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, il y a peut-être des éléments un peu, je dirais, endémiques ou... tu prends le Brexit, par exemple, j'imagine que ça n'a pas été neutre sur la livre. Mais il y a des moments où je trouve que les choses bougent très peu. Alors, je pourrais aller plus loin. Si je prends récemment le dollar, j'ai l'impression qu'il a baissé, c'est ça, par rapport à l'euro, que je ne dis pas de bêtises, et même pas mal baissé. Pourtant, l'économie américaine se porte bien. Donc, en fait, je pourrais dire bêtement, attends, moi j'investis sur une région, je pense qu'ils vont cartonner, donc leur monnaie va monter. Le dollar, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que si je regarde cette année, donc comme tu dis, il a baissé, il n'a pas baissé qu'un peu, hein, et c'est une de ses plus fortes baisses depuis 50 ans. Donc sur un semestre. Donc il a baissé de plus de 10 points de pourcentage. Et donc, si j'essaye de me mettre à la place des gens qui t'écoutent, s'ils avaient décidé en début d'année, comme on le fait souvent, on appuie un peu sur le bouton reset, on se reprojette, d'aller investir sur des actions américaines, d'aller investir sur le secteur technologique, le Nasdaq par exemple. C'était une bonne décision d'investissement en soi. Ça fait quoi, aller autour de 15% de performance. S'ils avaient fait ça en dollars, au moment où on se parle, leur gain, il serait autour de 0. Et donc, en ça, c'est important. Attends, ce que tu dis, ça, c'est même pas important. C'est quand même un truc qu'on oublie et justement, sur habituer des monnaies stables, c'est plus que important, c'est primordial. C'est-à-dire que tu peux investir, si j'achète un ETF
par exemple Nasdaq. Plus un ETF S&P 500, dont le Nasdaq, je crois que j'ai fait le calcul récemment, représente genre 40%. Sachant que le S&P 500, les actions américaines, c'est 70%. Enfin, je veux dire, tu n'achètes que de l'américain. Là-dedans, en fait, quand j'achète, moi, sur mon compte eToro ou ailleurs en euros, derrière, il y a un transfert qui se fait quand même sur tout ça, ou je peux acheter en euros? Tu peux acheter en euros. Si tu achètes un indice, donc un ETF d'Action Monde, donc, où il y a ces 60-70% d'entreprises américaines, qu'est-ce qui se passe sous la surface? On va acheter ou répliquer la performance des entreprises sous-jacentes. Et une entreprise, donc tu parlais des grandes entreprises du secteur technologique, quand tu investis ou que tu achètes une action Meta, donc Facebook par exemple, cette action, elle est libellée en dollars. Tu l'achètes bien en dollars. Donc, moi, si je comprends, juste pour reprendre très clairement, je suis sur un compte, peu importe. J'achète une action Meta. Je vais l'acheter en dollars. Donc, ce qui se passe, c'est que si je veux une vraie action réelle, je vais devoir faire un change. Souvent, c'est fait par les plateformes directement. Donc, je mets, mettons, 1000 euros. Ces 1000 euros sont transformés, il n'y a pas si longtemps, en 1000 dollars. Aujourd'hui, ils seront transformés en 800 dollars. Et là, j'achète moins de l'action, ou moins d'actions, quoi. Tu achètes le même nombre d'actions. Oui. Mais par contre, tu as bien échangé. Il y a bien une transaction au milieu où tu échanges ton euro contre du dollar avant de pouvoir payer quelqu'un en dollars. C'est un peu comme quand on part en vacances. Oui. Mais donc, pardon. Non, c'est-à-dire que le restaurant à 200 dollars, il me coûte moins cher. Et puis si tu vas au restaurant aux États-Unis, tu peux lui donner des euros, il en voudra, a priori, il voudra des dollars, lui. Je trouve que le restaurant aux États-Unis à 200 dollars, c'est un McDo pour une personne. Non, mais, donc, ok. 300 dollars le petit déj à 5 quand on est arrivé aux États-Unis l'année dernière, c'était un petit choc. Donc, ok. Mais donc, si j'achète un indice, comme ça, un ETF, on est d'accord, alors soit même si c'est pas répliqué, mais que c'est vraiment quelque chose qui investit vraiment, dedans il y a des actions, par exemple le S&P 500, il y a potentiellement des actions en euros, en dollars, etc., et que je le paye en euros. Est-ce qu'il y a la même opération qui se crée? Est-ce que je perds ma performance de plus 20% ou plus avec les 15% de discount sur le dollar? Si ce risque-là, tu ne l'as pas neutralisé, si la devise, donc en l'occurrence le dollar, perd de la valeur par rapport à l'euro, toi, c'est autant que tu as perdu ou que tu n'as pas gagné. Donc, mon indice, généralement, je le paye en dollars aussi. Tu le payes pour 70% en dollars, pour 20% en euros, pour 10% en livres sterling, en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc, ce qu'on voit partout, est-ce qu'on dit ton ETF, il a fait plus 20%? Pas sûr. Exactement. Donc, c'est pas forcément en euros, c'est ce qu'on appelle en devise locale. C'est-à-dire, on regarde quelle est la devise de chaque instrument financier que tu as acheté ou qui compose ton ETF. Et il existe des ETF ou des choses comme ça, ou des indices, mais qui te permettent d'acheter en devise locale? Bien sûr. Tu peux même les acheter couverts du risque de change. C'est-à-dire que tu as, alors je sais pas la liste exhaustive des ETF, mais sur toutes les plateformes, elles existent. C'est des choses qui sont assez facilement trouvables. Et tu peux trouver un indice, Nasdaq, si tu veux acheter de la tech américaine, S&P 500, des actions américaines ou mondiales, couvertes du risque de change. Et donc, ça va te ramener cette performance pour toi en euros. Donc, tu vas, en quelque sorte, chercher à te protéger ou à t'immuniser de ce risque-là. C'est quand même là où ça justifie votre job. Je vais être sympa avec toi, Kevin, mais parce que déjà investir en actions, en portefeuille, en indice, en ETF, tout ça, c'est pas toujours très simple. Il faut quand même avoir une forme de conviction. Mais si en plus tu rajoutes ces sous-jacents qui peuvent flinguer ou démultiplier, j'imagine, de temps en temps. Bien sûr. On va dire ta performance, c'est quand même un peu compliqué. Tu m'as parlé, alors on comprend les mécanismes, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'histoire. Tu m'as parlé depuis 50 ans la plus forte baisse. Il y a 50 ans, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et surtout, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, mais revenons il y a 50 ans. Sur le dollar spécifiquement. Donc en fait, sur le dollar, c'est-à-dire ce qui s'est passé cette année, est-ce que c'est exceptionnel? En tout cas, ça n'arrive pas tous les jours. La preuve, ça ne s'est pas produit en l'espace de 6 mois sur les 50 dernières années. Le dollar américain, il a tendance à bouger avec des cycles longs. D'accord, on va dire autour de 10 ans. Alors, ce n'est pas une martingale, mais en général, c'est le temps que ça dure. Et sur ces 50 dernières années, on a eu des phases où le dollar américain a été
largement porté, et notamment les 10 dernières années. Et c'est pour ça, j'ai des allusions quand on parlait tout à l'heure sur le fait qu'on est dans des périodes où quand même il y a des mouvements tectoniques qui se passent un petit peu. Et sur les 10 dernières années, ce qu'on a eu, c'est un dollar américain qui a largement bénéficié de ce qu'on a appelé l'exceptionnalisme américain. C'est-à-dire qu'on parlait de la tech, il y a eu beaucoup d'investissements qui s'est fait sur le secteur technologique. On a une économie américaine qui a été extrêmement porteuse, alors par ces investissements dans la tech, mais pas que. On a eu aussi une immigration qui a beaucoup aidé les États-Unis. Tout ça, ça fait quoi? Ça a attiré des capitaux. Si je voulais reformuler l'exceptionnalisme, je ne connaissais pas cette expression, c'est un peu le côté flamboyant, qui la vérité valide la vérité entre guillemets, en fait plus ça avance, plus ça avance. Donc en fait, comme on le dit, finalement on investit dans des ETF S&P, Nasdaq et machin, et donc en fait tout ça valide que d'un coup, comme tout le monde investit là-bas. Alors si on refait un petit peu, ou on regarde un petit peu dans l'histoire, on se souvient de 2015, quelque chose comme ça, il commence à y avoir des craquements dans l'immobilier chinois. Et donc il y avait une poche de croissance dans le monde qui était la Chine, qui commence à se fissurer. Et ça, qu'est-ce qui en bénéficie? C'est surtout les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont une révolution plus sur le plan énergétique. Ils arrivent à produire de l'énergie pas chère avec tous ces méthodes, on va dire, moins conventionnelles. Et donc ça leur amène... Exactement. Ça leur amène beaucoup de croissance qui ne vont pas payer trop cher, avec pas trop d'inflation et des poches d'innovation extrêmement importantes, notamment dans le secteur technologique. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on a des montants absolument colossaux qui viennent se déverser aux États-Unis. C'est-à-dire que l'exemple qu'on a utilisé, le S&P et le Nasdaq, pourquoi est-ce qu'on les utilise, ou pourquoi est-ce qu'il y a 70% d'actions américaines dans des indices mondiaux? C'est parce que les États-Unis ont été purement exceptionnels. Et cette phase-là, regarder dans le rétroviseur, ça peut être utile, mais il faut faire attention à la période. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de se dire, ça s'est passé comme ça pendant 10 ans, ça va se passer comme ça pour toujours. Alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire que si je regarde la décennie précédente, ce qui l'a plutôt marqué, c'est l'entrée de la Chine dans les grandes organisations de commerce international. Et donc là, on a vu l'essor de la croissance économique chinoise. Et de ces phases-là, donc la phase, on va dire, 2005-2015, à peu près, eh bien, on a eu un dollar américain qui était beaucoup moins porteur. Donc des jeunes ou des investisseurs pas trop âgés, eh bien, ils peuvent avoir ce biais-là de penser que le cadre normal, c'est les 10 dernières années. Alors qu'il faut regarder beaucoup plus loin. Et ces phases de cycle, on en a eu quand même beaucoup. C'est-à-dire que dans les années plutôt 90, fin 80, début 90, c'était le Japon qui était tout en haut de l'affiche et puis qui est plutôt retombé. Après, on a eu une autre phase très forte du dollar, notamment dans les années Clinton. On a eu beaucoup de croissance économique, 4-5%, avec quasiment pas d'inflation, des millions d'emplois qui ont été créés aux États-Unis. Ça aussi, ça a eu tendance à beaucoup aider le dollar américain. Alors, ce que tu dis quand même, c'est que l'agenda politique, là, on a l'impression que c'est un peu naturel, tous les 10 ans, ça va, ça revient, ça va, ça revient. En fait, alors peut-être que les deux, même pas peut-être, les deux sont très certainement liés. Cependant, si je t'écoute, je veux dire, notamment, je ne dois pas dire de bêtises, mais quand même, Trump a été un gros promoteur du gaz de schiste et du fractionnement hydraulique, donc qui fait que le prix de l'énergie a baissé très fort, donc ça a soutenu très fort le dollar, si j'entends ce que tu dis. Si ça vient faire avec de la croissance économique. Ok. Et derrière, aujourd'hui, c'est quand même aussi lui, depuis, je sais pas, juste mon analyse, mais lui, il est arrivé en disant le dollar est trop fort, il faut attirer des capitaux, que des gens puissent investir chez nous. Donc on finit cette période où on veut être trop fort. Et donc c'est lui qui fait que ce dollar collapse, comme on dit. Il y a deux éléments. Il y en a un, c'est qu'il y a, comme dans beaucoup de marchés, une problématique de valorisation. C'est-à-dire que quand un actif n'a fait que s'apprécier pour une période très très longue, alors j'enfonce peut-être un peu une porte ouverte, mais il tend à être plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. Bien sûr. Bon, donc ça, c'est pas un problème en tant que tel, mais un problème où ce qui fait qu'un actif financier baisse, et c'est le cas des devises, c'est quand on a une valorisation élevée qui rencontre un problème qu'il n'avait pas anticipé. Et c'est un peu ça qui se passe, et c'est vrai partout. Non, mais tu dis t'enfonces une porte ouverte, ça fait du bien de le rappeler. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, je sais pas, ce matin, j'entendais des problématiques de Starbucks qui est en train de licencier, etc. Tu te dis, ça fait 1 an que le nouveau CEO est venu, je sais pas si t'as lu un peu ces trucs-là, mais tu te dis, attends, moi j'adore Starbucks, je suis le premier à y aller, etc. Mais à 7 balles le café, il y a un moment, ça tient plus, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu sors avec tes enfants à l'aéroport, t'en as pour 28 €, 3 cafés de donuts, tu vois, il y a un moment, tu te dis, c'est trop, ça a tiré trop fort sur la corde, tu vois. Donc, il y a ça, et puis il y a, on va dire, un marché cher en tant que tel, ça suffit pas à se casser la figure. Il y a plein d'exemples où on a des marchés qui sont chèrement valorisés. Il n'y a pas si longtemps, tu regardes les années, deuxième partie de 2020-2021,
les marchés d'actions que vous connaissez bien ici, ils continuent à monter, et pour autant, les valorisations, elles étaient sur des plus hauts historiques. Sur le change, on a un peu cette problématique-là, et sur le dollar américain aussi. Pourquoi ? Parce que M. Trump a fait deux choses qui posent des questions. La première, c'est que il a plutôt une politique qui tend à développer ce qu'on pourrait tendre à appeler une politique plutôt manufacturière, en tout cas favoriser le secteur manufacturier, comme tu le disais, ramener des emplois aux États-Unis. Quand tu es un pays, alors on peut se questionner sur ce que c'est la bonne chose ou la mauvaise chose. Je ne suis pas américain, c'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, quand on a ce type de politique-là, si on produit aux États-Unis, c'est pour vendre ailleurs. Et donc, quand on produit quelque part pour vendre ailleurs, on a plutôt intérêt à avoir une devise qui n'est pas trop chère. C'est-à-dire que relativement aux autres, elle ne s'est pas trop appréciée. Donc, sans doute que dans son agenda politique à lui, il a tout à fait intérêt à avoir un dollar qui est moins élevé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que M. Trump, c'est quand même un disrupteur. On peut penser ce qu'on veut, mais il a tendance à faire bouger l'ordre établi. Et ce qu'il tente à essayer de faire bouger aujourd'hui, c'est, une brique qui a fortement contribué à la crédibilité et à la stabilité du dollar américain. Et notamment l'indépendance de la politique monétaire et de la réserve fédérale américaine. Parce j'imagine qu'on va en discuter, mais sur ce qui va porter les marchés de devises, les trajectoires de politique monétaire, elles sont extrêmement importantes. Et donc, quand il vient remettre cet ordre établi en cause, c'est facteur de disruption, et donc ça fait baisser, en tout cas ça a contribué à faire baisser le dollar américain. Alors ça me donne envie de te poser cette question, qui est de dire, en fait, finalement, ou de faire cette remarque, la politique est quand même le politique au centre de tout ça. Cependant, le dollar, c'est quand même un peu à part. Ce que je veux dire, c'est que si le dude au Brésil, Lula, ou peu importe, je sais pas, on peut dire, parce qu'à la limite, Lula, je connais son nom, mais le président de la République démocratique du Congo commence à dire, mais moi, j'ai décidé cette année que babam, tout le monde, au niveau international, va pas se dire waouh, attention, le Congo est en train de faire un truc de ouf. Alors il y a deux choses. Il y a le dollar, on appelle ça souvent, on dit le roi dollar sur ces marchés de devises. Et pourquoi ? Parce que c'est le gros du gros, la part du lion des échanges mondiaux. Entre 80 et 90% des échanges mondiaux se font, en tout cas avec une partie de la jambe, c'est le dollar américain. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a un autre aspect, c'est que c'est une monnaie de réserve, c'est-à-dire qu'elle est librement convertible. On se demande jusqu'à quand, mais ça, on pourra y revenir. Mais pour l'instant, c'est le cas. Donc ça vient d'autant plus, on va dire, secouer un peu les fondations de ce qui a porté le dollar américain. Est-ce que ce que je dis, d'ailleurs, et potentiellement je vais me tirer une balle dans le pied, mais aussi assez faux, parce que je veux dire, à partir du moment où, alors souvent les pouvoirs établis ont un peu de distance avec ce qu'on appelle les banques centrales, mais ce président du Congo, pour ne citer que lui, je vais essayer de trouver de qui il s'agit après, pour notre gouverne à nous tous, tu le connais pas ? Merci, je suis pas le seul. J'allais dire, je suis pas le seul blaireau de la pièce. Pardon, excuse-moi, Kevin. Je parlais d'humilité. S'il décide ça, il y a quand même un moment où s'il est pote avec le président de la banque centrale locale, ils font marcher la planche à billets. Ce que beaucoup de Français comprennent pas. De gens disent attends, si on veut être plus riche, il suffit de créer plus d'euros. Non, marche pas. Tu vois, donc il y a un moment où tu fais ça et puis mécaniquement t'as plus d'euros, donc l'offre et demande et ta monnaie s'effondre. La valeur de l'euro tombe à ce moment-là. Et c'est bien pour ça que je parlais d'équilibre. C'est cet équilibre-là qui est important. C'est-à-dire que si une banque centrale émet, ou comme tu dis, fait fonctionner la planche à billets sans que ça soit justifié, en tout cas justifiable par une trajectoire économique ou des problèmes de marché qui se grippent, ça va quand même questionner la solidité de cette devise. Une autre façon de le voir, alors peut-être un peu plus technique dans l'absolu, mais ça peut peut-être aider les auditeurs à se projeter, c'est que, en gros, ce qu'on va regarder, notamment sur les marchés d'échange, c'est ce qu'on appelle les rendements réels. C'est-à-dire, donc on parlait de politique monétaire, quels sont les taux pratiqués par la Banque Centrale Européenne, en gros les taux du monétaire, et où est l'inflation. Et si jamais ton inflation, elle est au-dessus, et largement au-dessus de ce qu'on te rémunère à court terme, toi tu perds du pouvoir d'achat. Ça va détruire de la valeur de garder du dollar américain en l'occurrence. Il va avoir moins de valeur dans le temps. Et donc tu vas plutôt avoir intérêt
à essayer d'aller chercher ça un petit peu ailleurs. Et donc, ça va faire baisser la devise. C'est là où tu rajoutes une troisième dimension. Je disais tout à l'heure, le prix des actions, le prix du change, et après, quand même, les taux directeurs, où en fait, tu mets tout ça, et là, tu te matrixes dans un truc où, en effet, parce que là, je pourrais me dire, attends, pardon, je vais juste pour notre gouverne. Denis Sassou Nguesso, voilà, président de la RDC, né le 23 novembre 1943 à Édou, est un militaire et homme d'État congolais. Voilà, je m'arrêterai là, je pourrais lire toute sa fiche Wikipédia, mais je vous laisserai faire la suite. Denis Sassou Nguesso, vous avez retenu. La prochaine fois, je vous pose la question. De la prochaine fois que je te vois, Kevin, si on enregistre. À un moment, je pourrais me dire, bon, attends. Regarde, le dollar, il a perdu 20 points, c'est pas le bon terme, 20%, je sais pas, 20, et je me dis, il va pas partir non plus à moins 50, tu vois, c'est pas la grande braderie. Donc, j'achète du dollar, ou cette fois-ci, j'achète des actions, ou j'achète des actions plus safe, parce que je me dis, les autres, elles ont trop monté, mais je vais quand même aller sur du... Je sais pas, je me mets une stratégie comme ça. Mais il se passe quoi justement par rapport à ce que tu disais au taux directeur? Est-ce que je risque parce que je suis pas en Europe, parce que alors là, il faut soulever le capot et regarder qu'est-ce qui fait que bouge une devise. Oui, les taux d'intérêt, ça compte. Et donc, si, admettons, le prochain directeur de la Banque centrale américaine, qui devrait être nommé dans le courant de l'année prochaine... avec fort potentiel à être un bon ami de Donald Trump. C'est probable, plus que possible, c'est probable. Si ça continue, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on aura perdu cette forme d'indépendance. Et le risque, c'est que les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis soient maintenus sur des niveaux bas, ou artificiellement bas. Et donc, on se retrouve dans cette problématique que je décrivais, c'est-à-dire de l'inflation plus élevé que des rendements obligataires ou à court terme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un citoyen américain, un épargnant américain, il aura plutôt intérêt à aller investir là où il sera rémunéré, où il en aura pour son argent, en euros, si tu veux. Peut-être. Par exemple, en euros. Moi, je pense que si j'étais américain, j'achèterais de l'euro. Ça veut dire que nous, on pourrait se dire rester sur des euros, finalement. En ce moment, on peut se dire on n'est pas si mal. Aujourd'hui, si je dois faire ce match-là, je préfère avoir des euros dans un portefeuille que du dollar américain. Donc ça, c'est une chose. C'est pas la seule chose qui fait bouger ces marchés d'échange. Il y en a d'autres. Il y a la croissance. Pourquoi? Parce que, c'est l'exemple qu'on donnait peut-être tout à l'heure quand on parlait du secteur technologique américain. Quand il y a plus de croissance économique, il y a potentiellement plus d'entreprises qui ont des trajectoires plutôt bonnes. Et donc, les investisseurs, ils vont chercher à aller investir là où il y a le plus de dynamisme, et donc là où il y a le plus de croissance économique. Donc ça, c'est un autre aspect. Et après, il y en a d'autres. L'aspect en volet risque, par exemple, le dollar américain et le yen japonais, ça peut être des actifs refuges. Si je regarde le rand sud-africain, c'est peut-être un petit peu moins le cas, parce que c'est des devises qui sont un peu plus cycliques. Et si tu regardes l'euro, parce qu'on se dit, attends, peut-être un peu mieux, etc., mais avec une France qui est en PLS budgétairement, c'est un fait aujourd'hui. Tu peux dire quand même, pas bon quand même ça ou... Oui, alors c'est peut-être... Alors ça, peut-être que là on a un biais un peu domestique, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir ce qui se passe pas très bien autour de nous, cette instabilité politique, cette, on va dire, très faible croissance, faible dynamique économique. Si on regarde un peu ce qui se passe au sud de l'Europe, en Espagne par exemple, on n'a pas du tout la même dynamique. En Italie aussi. En Italie, pas du tout la même dynamique. Et en Allemagne, pas du tout la même dynamique. Donc peut-être que ce qu'on vit nous, on va être couvert par les autres. En France, ça se passe un petit peu mieux ailleurs. Et donc ça va bénéficier à l'euro. Donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est que on parlait d'indépendance banque centrale, c'est-à-dire que si tes décisions ou les décisions de tes confrères, elles sont tributaires au coup de fil que tu prends et non pas ce qui te semble être la meilleure des choses à faire, ça, peut être vrai aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai en Europe, par exemple. Parce que la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas un chef, elle en a 26 ou 27. Et donc ça, peut-être de façon un peu contre-intuitive, ça vient amener peut-être un peu plus de stabilité. Sachant que je pense à la Banque Centrale Européenne, et la Banque Centrale Européenne, c'est l'euro. Ouais. C'est pas l'Europe. Ouais. Donc c'est moins de 27. Du coup, tu as raison, tu as dit 26, 27, peut-être 22. Donc en fait, ces questions-là, elles sont peut-être moins prégnantes. C'est super simple. Non, je déconne. et si je vais aller plus loin, parce que là, on comprend dans les grandes lignes, on a parlé quand même principalement euro-dollar. Tu as parlé un peu d'yen. Bon, après, tu as les dictatures ou paradictatures, la Chine, l'Inde,
etc. Et puis après, tu as carrément les monnaies exotiques. Ouais. Avant de parler du comment et comment je dois mettre tout ça et comprendre tout ça en place dans mon portefeuille, etc., explique-moi qu'est-ce que je dois faire pour prendre tout ça en considération, comment ça fonctionne, est-ce que c'est plus stable? Moi, je pourrais me dire finalement, après tout ce qu'on a dit, tu sais quoi, la Chine, beaucoup plus simple. Mais est-ce que je peux faire... Alors, on va essayer de séparer le monde en deux. Sachant que je sais même pas en Chine, c'est renminbi, yuan... Ouais, le yuan et le renminbi. Ok, c'est la même chose. Ouais, à peu de choses près. On va dire, on va séparer le monde en deux. Il y a ce qu'on appelle les économies développées. Donc, allez, le G10, on va faire simple. Mettons les États-Unis, l'Europe, on met les Anglais là-dedans aussi, le Japon. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? C'est des pays qui sont très financiarisés. C'est-à-dire que si je regarde, par exemple, aux États-Unis, le nombre ou la valeur de la totalité des actions qui sont en circulation et de la totalité des obligations qui sont en circulation, elles sont très largement supérieures à l'économie américaine. C'est une économie de services, on va dire. Donc, ce qui va faire bouger ces devises-là, ça va plutôt être des flux de capitaux. Donc, ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure, par exemple, vis-à-vis du dollar américain. Pourquoi ? Parce que nous, Européens, on a une dizaine de trillions, donc 10 000 milliards d'actifs ou d'investissements aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est plus ça qui va faire bouger le dollar qu'autre chose. Si je regarde des économies, on va dire, plus petites ou dans un stade de développement peut-être pas aussi poussé que le nôtre, donc ce qu'on appelle les économies émergentes, eh bien là, l'économie réelle, elle va avoir une place beaucoup plus importante que l'économie financière. Voilà, je prends l'exemple du Brésil, par exemple. Les marchés financiers brésiliens, c'est peut-être la moitié de la totalité en valeur du PIB brésilien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui va faire bouger une devise comme le réal, par exemple, c'est beaucoup plus des échanges de biens, de commerce, et de services. Exactement. C'est pas de financiarisation. Et donc, quand on va regarder, par exemple, certaines de ces devises émergentes, on va plutôt regarder ce qui se passe sur le front des matières premières. Et ce qui est du commerce, en fait. Tu regardes ce qui est du commerce, alors que c'est moins lié. Ouais. Ok. Claire, merci Kevin. Pardon, et la deuxième économie mondiale, quand même, est-ce que c'est émergent ou... Ouais, alors oui, la Chine salée. Alors après, il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire que on parlait de ces devises de réserve. On va dire ces devises de réserve, pour avoir ce statut-là, donc elles doivent être, on va dire, relativement stables. Elles doivent aussi être librement convertibles. Et acheter de l'euro et du dollar, quelque chose qu'on peut faire tous les jours, même toutes les secondes, si on veut. Sur certaines économies, et notamment en Chine, le capital ne circule pas aussi librement. Donc ça aussi, c'est des paramètres à intégrer quand on cherche à essayer de tirer parti ou se protéger de l'évolution d'une devise. Donc tu veux dire que je peux acheter librement des yuan quand je vais en Chine pour commercer sur place. Cependant, je ne peux pas autant en acheter. Si demain je veux avoir 10 millions d'euros d'échanges en devises chinoises, ce sera pas si simple. C'est pas si simple. Et c'est possible ou c'est... Si, c'est possible, mais c'est pas si simple. Et c'est pareil pour des gens qui habitent dans ces pays-là. C'est-à-dire que si tu es, toi, Mathieu, ou ton cousin chinois, il peut pas faire librement sortir son capital du pays. Il y a beaucoup d'économies qui fonctionnent comme ça. On pense à l'Inde aussi, par exemple, qui est c'est une forme de protectionnisme. Et c'est pareil pour les actions. Je vais acheter des actions locales, je peux pas acheter aussi facilement. C'est pas aussi facile de le faire. Tu peux le faire, mais c'est pas aussi facile de le faire. Je peux faire des ETF qui répliquent quand même, j'imagine. Ça existe, ouais. Tu as des ETF qui existent sur des actions indiennes, mais en général, il y a parfois un petit délai pour le convertir. Ça passe par des comptes spéciaux, et donc c'est pas aussi facile. Ok. On a couvert les grosses économies, on a couvert les plus petits pays ou les pays émergents. On a couvert les histoires de banques centrales, on a couvert la différence entre l'économie réelle et la financiarisation. Il y a tellement de dimensions dans ce truc-là. Comment toi, tu fais et comment moi je dois faire si j'ai pas les moyens de passer chez Carmignac? Tu me diras à partir de combien on peut bosser avec Carmignac après. Pour prendre tout ça en considération dans mon portefeuille, qu'est-ce que je dois me poser comme question? Est-ce que je me dis juste, on s'en fout? Est-ce que je peux me dire, non, moi, là où ça complexifie le truc, c'est de me dire, attends, je dois aller dans OpenAI ou dans Mistral? Je crois à fond sur cette boîte, mais en fait, pas du tout sur leur économie. Ouais, alors, si on regarde, on va dire, on essaye avant d'isoler la partie devise.
Si on se pose cette question de Mistral AI ou OpenAI, alors là aussi, je pense que le ticket d'entrée est quand même relativement élevé, mais on va dire des entreprises, je sais pas, Oracle ou SAP, si on prend une entreprise américaine et une entreprise allemande, à la question de est-ce que c'est une entreprise américaine et donc j'ai pas intérêt à investir parce que je n'ai pas une vue positive sur le dollar américain. Je pense que ces deux décisions-là, elles peuvent s'isoler. A fortiori, sur des entreprises qui, on va dire, ne sont pas exclusivement tributaires ou pas trop tributaires des évolutions des marchés de change. Autrement dit, si on regarde quelque chose qui se passe plus près de chez nous, une entreprise européenne ou française qui produit beaucoup en France et qui vend beaucoup à l'étranger, pour elle, ça va avoir un vrai impact. C'est-à-dire que la chute du dollar américain, ça veut dire que les Américains ils vont acheter peut-être moins de sacs à main de luxe ou moins de montres suisses pour ceux qui peuvent le faire. Ceci donc expliquant une partie des difficultés des groupes de luxe. Par exemple. Et donc ça c'est... cette décision-là, on peut l'intégrer. Quand on investit sur des grands groupes internationaux, on peut, je pense, les scinder. Et donc... encore une fois, si on reprend cet exemple du Nasdaq, on peut tout à fait acheter du Nasdaq couvert du risque de change. Aujourd'hui, nous, dans nos portefeuilles, c'est plutôt ce qu'on a tendance à faire. Donc, nous, on n'achète pas des ETF, on investit sur des entreprises en tant que telles. Mais ce risque-là, on va plutôt avoir tendance à le couvrir aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre à cette première partie de ta question. La deuxième, c'est que les marchés d'échange, ils ont aussi, on va dire en termes de classe d'actifs, d'investissement, qui sont aussi une valeur en tant que telle. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, ça peut sembler complexe, ça l'est, mais de fait, quand on achète et on vend une devise, ça fonctionne par paire. C'est-à-dire qu'on le disait, tu achètes du dollar, tu vends de l'euro en face, et quand tu pars en vacances, c'est bien ce que tu fais, que tu as ta banque ou sur ton compte Revolut ou autre. Et donc, on a quand même une trajectoire de performance qui est tributaire juste de deux actifs. C'est beaucoup moins le champ des possibles extrêmement large que tu peux avoir quand tu décides d'aller investir sur des actions à un moment T. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a quand même ce qu'on appelle une corrélation beaucoup plus faible. C'est-à-dire que des mouvements de devises, ils peuvent être très indépendants du mouvement des actions, du mouvement des obligations. Et ça, quand on construit un portefeuille, c'est ce qu'on appelle la diversification, et ça a une réelle vertu, je crois. C'est, tu vois, en t'écoutant, je me posais des questions, mais qui rachète en face, tu vois, mes devises, enfin, parce que quand tu achètes une action, enfin, tu vois, le marché, mais c'est un peu pareil, tu vas me dire ça, mais le marché, bon, j'achète du Renault, il y a quelqu'un qui est en face et qui veut en acheter, donc comme il y a beaucoup de volume, en fait, c'est un peu pareil. Quand je vais dans un bureau de change, j'essayais de réfléchir, et donc il y a un marché, quoi, il y a un marché à l'achat, un marché à la vente aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça aussi, si on rentre un peu plus dans le détail, mais oui, comme sur beaucoup d'actifs, il y a un prix à l'achat et un prix à la vente, et c'est notamment le cas sur les marchés d'échange. Et donc, alors j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux à t'écouter ou qu'ils n'en prendront pas ombrage, mais souvent, quand tu vas dans une gare ou dans un aéroport ou sur un site internet et que tu vois le prix à l'achat et le prix à la vente, tu vois que c'est pas tout à fait les mêmes. Et quand tu regardes le prix, donc ce qu'on appelle le prix spot, donc le prix un peu entre les deux qu'on peut voir nous sur nos écrans Bloomberg, Reuters. Le prix spot, c'est le prix réel. Exactement, le prix à un moment T. Mais on voit aussi qu'on a un écart par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc voilà, si tu veux, c'est un petit peu leurs frais à eux. Et ils tendent à être quand même relativement. Mais c'est ça. Alors, le truc qu'il faut comprendre, s'il y a au moins un truc très 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 concret, facile à comprendre dans un épisode comme celui-ci, je l'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. C'est que, alors, plusieurs dimensions à ce que je vais dire, mais quand tu es à l'étranger et qu'on te propose de payer, mettons t'es au Maroc, on te propose de payer en euros ou en monnaie locale, quand tu payes en euros, tu te fais plumer par un taux de change de ouf, non ? T'allais pas être d'accord. Je veux pas systématiser, parce qu'il y a peut-être des gens qui font ça très bien, mais ce que j'ai tendance à voir, c'est que c'est pas vraiment le cas. Et donc j'ai regardé là pour aujourd'hui, si je vais regarder sur un site internet là, qui fait des marchés de change. Tu peux le citer. Faut que je retrouve ma feuille. Et ça disait quoi ? Ça disait que c'était ça. C'est bon, je l'ai. Ça disait quoi ? C'est-à-dire, ça disait que ça échangeait 100 euros. Et 100 euros, on me donnait quoi ? On me donnait 115 $ américains. Bon, quand je regarde sur mon écran, à moi, ce matin, si je donne 100 euros, on m'en donne 117. Donc il en manque 2. Pas mal. Voilà. Donc, et on a le même fonctionnement dans l'autre sens.
Non, mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de banques. Je vais citer Sumeria parce que je sais que c'est le cas, mais c'est pas mes sponsors. Je pense que les banques en ligne, en tout cas, à mon avis, Revolut et N26 font pareil, je pense, à vérifier à ceux qui nous écoutent. Mais souvent, ils te proposent du spot. C'est-à-dire que tu es à l'instant près au taux de change. Donc, tes 117, tu les as. C'est souvent une des offres sur lesquelles souvent les banques traditionnelles se gavent. Et donc, en l'occurrence, ça dépend un peu de tout ça. C'est là où les paramètres sont compliqués. C'est que sur certaines banques, vaut mieux acheter les euros qu'on te propose sur la machine à carte à l'étranger parce qu'en fait, tu vas payer que en euros et ta banque va pas prendre derrière. Sur d'autres, voilà, mais si ta banque te garantit de t'acheter au spot, faut acheter en monnaie locale. Exactement. Et ça, en général, c'est-à-dire que j'ai fait cet exercice-là sur des plateformes en ligne comme Revolut, par exemple. Eh bien, t'as en effet le prix, il est extrêmement proche. Alors, il y a un petit écart, parce que aussi, il faut qu'ils prennent le risque. Il faut qu'ils gagnent leur vie. Il faut qu'ils gagnent leur vie aussi. Il ne faut pas qu'ils prennent le risque que ça décale. D'ailleurs, tu le vois, c'est-à-dire que quand tu passes un ordre le week-end sur les marchés de change sur Revolut, tu as un coût de transaction qui est un peu plus élevé. Parce qu'il faut quand même qu'ils se protègent de ça. Mais tu as des prix qui sont beaucoup plus proches de ce qu'est le prix, on va dire, réel de l'actif à ce moment T. Oui, parce qu'en effet, nous, sur un voyage, alors ça c'est pour ceux qui voyagent, mais sur des voyages à l'étranger, je ne sais plus, l'année dernière, on était 5 pour faire notre film, là, mais le total du change qu'on a économisé en prenant un truc comme ça, on parle quand même de 500-600 €. J'imagine. Si tu rajoutes... si on repart sur cette base-là de ces 100 €, on t'en donne 115 $, alors qu'on devrait, en tout cas, on peut t'en donner 117 ailleurs. Ça peut, in fine, faire des montants importants. Compris. On a fait un bon grand tour de ces échanges. Maintenant, au sens large, donc là on comprend au quotidien quand tu voyages, etc. Au sens large, si je suis un particulier, qu'est-ce qu'on recommande ? J'aimerais te dire, dans le portefeuille, comment on ventile un peu tout ça ? Parce que souvent, en l'occurrence, tu vois, moi je vois que sur les recos qu'on donne ici, pas mal, enfin que beaucoup de gens donnent sur la martingale. Moi, je donne pas de recos, je suis pas habilité pour, je le redis. Mais tu peux, on va beaucoup sur des ETF, du Nasdaq, des choses comme ça. Donc, on va être surexposé en dollars. Donc là, on aura un peu perdu là. Comment je fais ? Est-ce que je vais quand même aller m'acheter d'autres devises carrément, ou je vais plutôt acheter des sociétés dans d'autres devises ? Est-ce que je vais investir dans des sociétés brésiliennes et sud-africaines et chinoises ? Comment on fait ? Alors, nous, on a plutôt tendance à aller investir aussi ailleurs. C'est-à-dire que cet argument, ou cet avantage de la diversification, je crois qu'il existe pas que sur les marchés d'échange. Il existe aussi sur d'autres marchés. Donc ça, c'est une chose. Alors, je ne suis pas habilité à faire des recommandations non plus, mais ce que nous, je peux te dire ce que nous, on fait dans nos portefeuilles aujourd'hui, et c'est vrai que c'est sur un horizon, on va dire, 6-12 mois. Pour information uniquement. C'est que sur ces investissements-là, donc sur certaines régions, et là, on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les investissements, donc on investit sur les marchés américains, on achète des actions américaines, par exemple dans le secteur technologique, et ensuite, nous, on vient les couvrir. Donc, pour que ce soit actionnable pour des gens pour les gens qui t'écoutent, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ça fait tout à fait du sens d'acheter un ETF, admettons, sur le Nasdaq, pour ceux qui préfèrent acheter via la gestion indicielle, et plutôt de chercher à se couvrir de ce risque. Mais alors, comment je fais ? Ça veut dire quoi, techniquement ? Ça veut dire que, alors, quand tu vas sur ta plateforme, tu verras qu'il y a le nom de l'ETF ou le nom d'une action, et en face de ça, eh bien, tu verras, il y aura marqué couvert en euros. Alors, là, pour ceux qui parlent moins bien anglais, c'est hedged, euro hedged. Donc, parfois, il y a le H, HD et G à côté. Et c'est bien plutôt ces instruments-là, je crois sur lesquels il faut investir sur les marchés. Et donc, quand je fais ça, il y a quand même des commissions et des choses comme ça. C'est pas gratuit, le hedge, si ? Non, mais c'est quand même beaucoup moins cher. C'est pas du tout du même... les gens qui gèrent ces instruments-là ou ces produits-là, ils ont accès, on va dire, à des... c'est des professionnels. Donc, ils n'ont pas ces écarts de fourchette extrêmement larges auxquels on fait. Et donc là, je pourrais pas me dire... Moi, justement, j'aurais une tendance à me dire intuitivement, et je me trompe souvent intuitivement, donc me dire que finalement, la baisse, elle a déjà eu lieu.
Donc je vais pas me hedger parce qu'en fait finalement à un moment ça va remonter. Alors, après ce que tu disais sur Trump et la Fed et tout ça. Sur ces cycles extrêmement longs, je crois que aujourd'hui, d'ailleurs on le voit déjà, c'est-à-dire que... Parce que je l'ai demandé, les marchés ils anticipent généralement. Ouais, mais donc, ce qu'on commence à voir, davantage et davantage, c'est que par exemple, pareil, on a regardé sur les marchés des ETF par exemple, qui sont vendus en Europe, eh bien, on voit une proportion de plus en plus importante d'ETF, d'actions américaines qui sont achetées, couvertes du risque de change. C'est un phénomène qui est relativement nouveau et qui a commencé à se mettre en place cette année dans le sillage de la baisse forte du dollar et des inquiétudes sur... où va aller la politique américaine. Alors, je parlais d'auto-validation, de mécanique, comment on appelle, auto, il y a un terme, tu vois pas ce que je veux dire, auto-réalisatrice. Ouais. Si tu hedges, si je me trompe pas, donc ce que tu fais là, tu te couvres, ça en plus augmente le mécanisme. Si beaucoup de gens le font, finalement, ça va baisser le prix du dollar et augmenter le prix de l'euro parce que automatiquement, il y a plus de demande sur de l'euro. Ouais, tout à fait. Donc ça peut aussi venir, comme tu le disais, démultiplier de la performance. Okay. Donc on va dire sur des actifs qui sont ou des investissements qui sont plutôt populaires, sur des investissements qui le sont peut-être un petit peu moins, ou un petit peu moins regardés. On parlait du Japon, par exemple, ce qui se passe au Japon, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme un petit peu inversé. Le Japon n'était pas en odeur de sainteté ces 5-10 dernières années. Pas d'inflation, pas de croissance, on parlait même de déflation. Il se passait... Vieux les Japonais. Il se passait pas grand-chose. Et ça fait maintenant 2 ans. Alors, pour la petite histoire, c'est venu avec le rebond du tourisme post-Covid au Japon, qui est venu... Tout le monde va au Japon, tout le monde adore le Japon. Exactement. Et c'est venu stimuler de la main-d'œuvre, c'est venu stimuler de la demande. Et on a vu qu'on a commencé à avoir des mécanismes d'inflation qui se sont mis en place là-bas. Et donc, plus de demandes, des prix plus élevés, comme tu le disais, pour aller voyager, par exemple. Je croyais que c'était plus accessible, le Japon, récemment. Alors oui, parce que justement, la devise s'est très, très fortement dépréciée. C'est sans doute une des devises les moins chères au monde aujourd'hui. Et bien, là, on a peut-être un mécanisme un petit peu opposé qui se met en place, c'est que la Banque centrale japonaise, elle va remonter ses taux d'intérêt. Super. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un peu plus de portage. Les épargnants japonais qui étaient rémunérés à zéro sur des instruments de dette, sur des instruments monétaires, l'équivalent de compte épargne qu'on va avoir chez nous par exemple, eh bien ils avaient tendance à aller investir partout ailleurs pour aller chercher de la performance. Et aujourd'hui, ils sont peut-être un petit peu moins enclins à le faire parce qu'il y a un mécanisme, ou en tout cas une dynamique beaucoup plus favorable qui s'y met en place. Donc, super intéressant. Là, en plus, t'es pas sur un truc exotique, quoi. C'est le Japon. Ça reste la 3e économie mondiale. Tu vas pas non plus en Tanzanie, quoi. Pardon, excusez-moi pour les pays, on pourrait dire le Honduras. C'est quoi ce pays qui s'est logué au Bitcoin, là ? C'était Salvador. Salvador, ouais, voilà. Mais donc, t'as investi dans le Japon. C'est pas mal. Et alors, comment on investit ? Je peux acheter des yens, juste tout simplement ? Tu peux acheter des marchés d'actions japonaises, soit des entreprises individuelles. Il y a des ETF Japon. Il y a des indices sur le Japon. Les indices, c'est Topix ou Nikkei. Okay. Donc ça peut être une façon de le faire. Et puis tu peux aussi aller sur ce même compte de banque en ligne, par exemple, et faire ces échanges-là. C'est-à-dire que tu peux aller échanger de l'euro contre du yen japonais. Tu peux le faire avec ton compte, c'est-à-dire que sur l'application, tu peux faire ces mouvements de balance-là. Tu peux aussi aller le faire via des instruments financiers. Il faut faire un petit peu attention, parce que ce que font quand même quelques-unes de ces plateformes, c'est de te proposer d'aller échanger de l'euro contre du yen, mais avec des effets de levier. C'est-à-dire pour essayer de démultiplier la performance. Et là, ça peut quand même aller assez vite. Exactement. Donc si tu fais ça, il faut regarder ça de très très près, mais il faut sans effet de levier. Comme je te le disais, c'est, on va dire, une composante qui est quelque part entre des obligations et des actions. Et si tu es très très fort ou très passionné, tu peux te dire, tiens, je vais écouter un peu Kevin Tosé, qui ne donne pas ici de conseils, mais juste une information. Et puis te prendre de passion, justement, pour le Japon et te dire, tiens, je vais aller diguer quelles entreprises me plaisent là-bas, quelles valeurs technologiques, quelles valeurs machin. Et puis te dire, attends, je peux faire le double effet qui se coule, c'est la valeur ou les valeurs en elles-mêmes, et en plus, ou les valeurs technologiques japonaises, parce que pour une raison X ou Y, voilà. Et je vais faire un double dip, tac, tac, avec
prendre de la valeur sur les actions et prendre de la valeur sur le yen. Exactement. Donc ça c'est, je te le dis, donc je te donne l'exemple là sur le Japon. Il y a des endroits qui sont encore un peu plus peut-être épicés, je sais pas comment le terme approprié, mais quand tu regardes par exemple ce qui se passe au Brésil, tu regardes ce qui se passe au Mexique, eh bien là il y a aussi, je crois, des dynamiques assez potentiellement favorables qui se mettent en place sur ces marchés-là. Plus le marché est petit, parce que j'essaie de trouver des corrélations, plus il est lié aux politiques ou moins. Je veux dire, là, Donald Trump, c'est un peu à part parce qu'il est complètement rationnel pour rester par moment, mais donc il va pousser des choses, ou très rationnelles selon le point de vue qu'on veut avoir d'ailleurs, mais finalement, il va quand même bouger les choses pas mal. Est-ce que... J'essaie de réfléchir, mais un Javier Milei, par exemple, en Argentine, ou certains endroits où, en fait, c'est des plus petits marchés, c'est des gros pays, en fait, ils vont tout de suite avoir beaucoup plus d'impact sur la devise. Je ne crois pas que ce soit exclusivement lié. C'est-à-dire que là, tu donnais l'exemple des États-Unis, le mouvement qu'on a pu voir aux États-Unis, il est absolument massif. Tu parlais du Brexit tout à l'heure, ce qui s'est passé dans le siège des élections de juin 2016, ça a causé des mouvements absolument colossaux sur des devises, et sur des devises qui font partie des devises les plus traitées, les plus échangées. Donc la livre a baissé. La livre a baissé. Et elle est revenue après depuis. Non, elle n'est toujours pas revenue là où elle était. Donc c'est là où ces raisonnements de retour à la moyenne, ils fonctionnent pas toujours. Et last but not least, après je vais te laisser quand même, mais il y a un pays quand même, c'est un peu les Gaulois, je n'avais pas prévu de te poser cette question, tu n'as peut-être pas travaillé ça dans tes tablettes, mais la Suisse, au milieu de tout ça, là. On est en Europe, on entoure ce pays avec notre euro, là, une monnaie qui est super forte. Très forte, du coup, je pourrais me dire peut-être c'est l'inverse, ou c'est trop fort, ou je sais pas, ou c'est un truc de ouf. Il y a une problématique, en tout cas cette idée de valorisation, où est-ce que c'est cher et c'est pas cher. Quand on a préparé cette émission, il y a peut-être un indicateur qui peut résumer un petit peu est-ce qu'une devise est chère ou c'est pas cher, ou elle est pas chère. Ça s'appelle le Big Mac Index. Donc l'indice du burger. Donc le site internet, c'est The Burger Index en anglais.com. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça va comparer, en tout cas, essayer de comparer des devises entre elles sur la base de quoi ? Du pouvoir d'achat. Et la théorie, c'est en gros, quel est le prix d'un Big Mac dans différents pays, aux États-Unis, en France, en Suisse, à un moment T, une fois que tu as tout converti ça en dollars ou en euros. Et si tu regardes par exemple en Suisse, un Big Mac en Suisse, c'est 7 francs suisses. Et ça fait combien 7 francs suisses ? Ça fait 8 dollars américains. Et si on fait la même chose en France, on est plutôt autour de 6 dollars américains, si je regarde le prix moyen d'un Big Mac en France, qui est plutôt autour de 5,30 €. Et donc ça peut être une façon, là encore une fois pour ceux qui s'y intéressent, d'essayer d'apprécier quelles devises tendent à être plus chèrement valorisées que d'autres, par le truchement ou par le prisme de quelque chose qui me parle à tout le monde, en l'occurrence le prix d'un burger. Parce que le prix de l'outil de travail manufacturier au Japon est peut-être moins facile à appréhender. Et donc, je vais essayer de raccourcir ma réponse, mais donc sur le franc suisse, oui, première étape de la réponse, c'est plutôt une devise qui est relativement chère. Et il y a une deuxième, on va dire, problématique, c'est que quand on investit sur les marchés, on essaye d'éviter au maximum de prendre des risques qui sont liés à des risques de politique, par exemple. Parce que par définition, et tu parlais de Trump, un politicien, il est quand même c'est beaucoup moins évident d'arriver à projeter ce qu'il va faire demain ou pas. Et en fait, ce que fait la Banque nationale suisse, c'est que pour gérer sa politique monétaire, elle utilise beaucoup les marchés d'échange. Donc elle intervient beaucoup sur les marchés d'échange. Donc c'est des actifs sur lesquels alors je suis pas là pour faire des conseils, mais je le laisserai plutôt de côté quand on va chercher des actifs ou des devises plus défensives dans un portefeuille. Alors tu vas dire que je suis obsédé par le Japon, mais le yen japonais, c'est peut-être... c'est très bas, en fait, c'est exactement ce que tu dis, quoi. Donc aller chercher des trucs très hauts déjà, c'est quand même... si je reprends cet exemple du burger, un burger au Japon, c'est plutôt 3 dollars une fois qu'on l'a Alors, pour vous donner un petit... le Big Mac Index... Aujourd'hui, le premier de ce classement est, au moment où on enregistre, le Liban, avec un Big Mac à 85,97 $.
Le moins cher de l'autre côté est l'Amérique du Sud, 1,76... Pardon, l'Amérique du Sud, le Venezuela, c'est ce qui est à côté écrit. Venezuela, 1,76 US dollars. La Russie, 1,81. Donc c'est les deux seuls en dessous de 2 $, en tout cas sur les 72 que j'ai ici. Et au milieu, on a la France, en l'occurrence, à peu près. Alors c'est peut-être que c'est mis par rapport à la France, 4,82. Donc voilà, juste pour donner, au-delà du Liban, on est à 86 $. Celui d'après le numéro 2 est bien la Suisse à 6,71. Donc, voilà. Ça me donne quand même une idée de... Suisse, Norvège, Uruguay, États-Unis, 5,77, Suède, Finlande, Canada, Italie. C'est marrant, ça. Et donc, si on construit un portefeuille de devises, ce qu'on va plutôt aimer en termes de... Enfin, lesquels vont plutôt avoir tendance à s'apprécier, celles où les taux d'intérêt ont tendance à monter en termes de dynamique. Donc, c'est pour ça que je te donnais l'exemple du Japon. À l'inverse, les pays où les taux d'intérêt ont plutôt tendance à baisser, on va plutôt être un peu plus sur le côté. C'est a priori le cas de la Réserve fédérale américaine, qui là aussi baisse ses taux, même si l'économie ne le justifie pas forcément. On va essayer d'avoir aussi des mélanges, de panacher entre des devises un peu plus cycliques, ou qui dépendent un peu plus de la demande en matières premières. On peut penser au peso chilien, par exemple, une demande très forte en cuivre. Et ça va avoir tendance à porter la devise chilienne. Donc ça, première encore. Là. Et ça, en travaillant un peu comme ça, on arrive quand même à construire des portefeuilles ou des stratégies qui sont assez diversifiées. Super intéressant, en effet. On pourra rajouter les matières premières et puis là, on va complètement se perdre. Alors, avant que tu me perdes, Kevin Tosé, je vais te faire un petit wrap-up de ce que j'ai compris et tu vas me dire si je suis dedans ou à côté de la plaque. En gros, tout ça, ça bouge. Fortement, pas si fortement que ça, il y a quand même des cycles, etc. Je peux m'exposer sur des valeurs et des ETF, comme on l'a dit, auxquels je crois. Le monde, finalement, les 500 plus grosses, ou le MSCI World. Peut-être que je serai un peu moins exposé, mais le MSCI World, c'est celui-là. Je crois que c'est 70% d'américaines. Donc bon, finalement, tu restes quand même exposé. Je peux aller me dire, bon, je vais quand même me couvrir en mettant un peu de MSCI ou de choses comme ça, Asie ou d'autres pays comme ça. Je vais éventuellement, si je suis un peu emballé ou que j'ai envie de mettre de l'intention, aller chercher du Japon, etc. Potentiellement, je vais regarder en Europe, sur de l'euro, qui est ma monnaie, pour revenir à ce que je disais au tout début, les sociétés dans lesquelles je crois, celles que j'achèterais peut-être pas cher, parce que je me dis finalement, je sais pas, moi, les valeurs automobiles, on a vu ça récemment, elles sont peut-être pas chères en ce moment en Europe. Si je me dis, je pense qu'elles vont remonter, parce qu'il y aura peut-être un incentive des politiques européennes, etc., qui vont faire que. Je suis un petit peu tout ça. Je fais attention quand même, faut être très conscient de tout ça, parce que ça a bougé, ça va bouger encore plus fort que ça n'a bougé ces 10-15 dernières années, c'est ça. Oui, c'est que cette forme d'ordre établi, il est plus établi que ça, et on voit quand même des mouvements majeurs qui se mettent en place. On a donné l'exemple du Japon, où il y a une dynamique complètement à front renversé ou table renversée par rapport à ce qui a pu se faire aux États-Unis aussi, et en Europe aussi. Kevin Tosé, on te suit sur LinkedIn, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. T-H-O-Z-E-T. Est-ce que tu aurais une petite martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement, un truc qui n'est pas de ce dont on a parlé aujourd'hui, peut-être en dehors de ton métier, je sais pas. Alors, si on regarde, si on essaie de le lier avec le sujet du jour, sur les marchés d'échange, j'espère que c'est passé, mais cette idée de performance ou de rendement réel, elle est importante. Des rendements ajustés de l'inflation. Et ce qu'on voit, c'est que la performance réelle, donc ce fameux, par exemple, indice Big Mac dont on parlait tout à l'heure, quand on a des devises qui baissent de l'ordre de 35% sur les marchés émergents et d'une quinzaine de 2% en termes réels sur les marchés développés, ça a historiquement plutôt eu tendance à être des signaux d'achat. Donc ça n'arrive pas tous les jours, ça peut arriver, et quand ça arrive, peut-être que là, ça vaut le coup d'aller plus particulièrement regarder ce qui s'y passe. Mais donc ça pourrait me dire moins 15% sur le marché développé, de me dire faut repartir sur du dollar du coup. Ouais, alors le dollar en termes réels il n'a pas baissé de 15%, c'est le prix spot. Donc là c'est pas encore le cas. Donc ça pourrait être une forme de martingale. Intéressant, merci Kevin. Si jamais on vient de ma part, qu'on appelle Kevin Tosé chez Carmignac, ou n'importe qui chez Carmignac, et qu'on dit je viens de la part de Mathieu Stéphanie de la Martingale, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, nous, on fait
on a 2 activités. Une, c'est qu'on gère des portefeuilles, on gère des fonds qui sont distribués par des banques, des plateformes, des sociétés d'assurance, des conseillers en gestion de patrimoine. Je peux acheter des fonds Carmignac. Ça, vous pouvez le faire. Et ça, ils ont un prix, tu peux pas faire de prix. Je pourrais pas le faire. Par contre, on a une autre activité qui est une activité de gestion privée. Alors là, le ticket d'entrée, il est, en tout cas, pour pouvoir y accéder, il faut avoir un patrimoine de l'ordre de 100 000, 150 000 euros. Okay. Mais pour ceux qui ont cette chance-là, si ils appellent donc nos équipes de gestion privée chez Carmignac de ta part, ils auront quelqu'un au téléphone qui sera ravi de les aider, en tout cas d'essayer de les aiguiller. Ils leur feront un prix, ils leur offriront une bouteille, ils les inviteront au resto. Ils leur feront on va dire un bilan, en tout cas des conseils, parce qu'eux sont habilités à donner des conseils. Un petit bilan gratuit. En termes de gestion patrimoniale, tout à fait. Un petit bilan gratuit. Voilà. Ok, de la part de Carmignac. Ben voilà, vous venez de ma part, de la part de Mathieu Stéphanie, et puis vous aurez votre petit bilan. Je vais aller me faire un petit bilan gratuit. Attends. Sympa. Ouais, mais je sais pas si j'ai 150 000 euros à investir chez vous. Hein, vous ferez un effort pour moi. Allez, merci en tout cas. Merci. Et puis on suit tout ce que fait Carmignac, et merci pour toute cette transparence et puis cette expertise que tu me partages. C'est plus clair. Je vais pas dire que c'est complètement clair, mais c'est plus clair, et puis c'est un peu mieux que de juste je reste en euros. Donc on va suivre tout ça. Merci Kevin, merci à vous tous. Abonnez-vous et puis partagez ça à vos amis, et peut-être dans d'autres pays d'ailleurs. Et regardez tout ça, c'est quand même passionnant ce qui se passe. Et puis c'est aussi les devises, on l'a vu. Les Sumériens, merci, Sumériens. Voilà, ça fait une ouverture sur le monde aussi à l'extérieur, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Allez, à plus, bisous, à la semaine prochaine. Vous partagez cet épisode avec 2 personnes, je compte sur vous, de votre entourage. Bisous, salut.